Bonjour à tous. Les trois Nigériens surpris sur la plateforme pétrolière de Semekpoudji la semaine écoulée par la police béninoise et présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme savent déjà ce à quoi s'en tenir. 18 mois de prison assortis de sursis pour les trois qui sont immédiatement lâchés. Les journaux nous font revivre un peu l'ambiance qui a milité en faveur de cette sentence. Nous allons faire un tour rapide des gros titres des quotidiens dans un instant. À ce sujet, nous allons l'évoquer avec notre invité et voir quels pourraient être les impacts de cet épisode de la crise sur son issue. Les réflexions continuent entre experts sur l'issue probable de la crise et les éléments à prendre en considération pour éventuellement trouver des solutions sur la situation entre le Bénin et le Niger. Michel Tchanou est analyste politique et nous dira ce qu'il pense de ce qui va se passer à partir de ce qui s'est passé à Porto Novo lundi au siège de la Criette. Lors de nos débats, nous allons évoquer deux sujets, si le temps nous le permettait. D'abord, la situation de candidats à l'examen du baccalauréat pour la session de juillet 2024 qui ont eu le malheur de s'inscrire dans des établissements n'ayant pas d'autorisation. Il pourra ne pas composer cette année pour cet examen. Puis nous dirons deux mots au sujet du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, une nouvelle structure dans l'univers institutionnel et juridique pour continuer à traquer les actes de corruption au Bénin. Bienvenue à tous. Et on va ouvrir la une des journaux avec Fraternité ce matin avec justement cette actualité-là que vous connaissez. Tension entre Cotonou et Niamey. Seule solution, se concentrer sur le Bénin. Commentaires et questions de Jocelyn Neneidini suite à la tribune du professeur Juste Kodjo. Pendant la saison pluvieuse à Cotonou, Zogbo et des caniveaux à ciel ouvert, des pièges à hommes. Et puis totalement Tamba. La durabilité des entreprises, un enjeu au cœur de l'écologie africaine. Les entreprises et entrepreneurs, des acteurs nécessaires à la sauvegarde de l'environnement. Nous passons maintenant à le Télégramme, construction d'infrastructures marchandes. Les 9 marchés de Cotonou ont coûté environ 32 milliards de francs CFA. Voici les caractéristiques du joyau désormais en service. Décryptage info, marketing d'influence, marché insaisissable pour les fiscs en Afrique et puis marché bancaire, baisse de 4% du produit net bancaire de la BOA Bénin. Le matinal, présidence de la République, feu vert pour la nomination des ministres conseillers. Vous avez les précisions, notamment aux pages 6 et 7, liées justement à la décision de la Cour constitutionnelle sur la question. Infrastructure marchande, Bénin Intelligent affiche un saut dans la modernité. Nous sommes maintenant avec Maté Libre, Paraco, dissolution et liquidation de la Cobemag. Les coopérateurs exigent l'arrêt du processus. Université d'Abomey-Calavi. Le grief d'un citoyen contre la rupture. Un enseignant pour 500 étudiants. Aucun amphithéâtre construit depuis 2016. Le transport étudiant presque inexistant. La cime de l'info. Tabaski 2024 à Passa, ses coups. Les fidèles musulmans d'Akpassa ont sacrifié à cette tradition. L'informateur, intrusion illégale sur le site du pipeline de Semekpoudji. Les 3 Nigérians ont été condamnés. Nomination de ministre conseiller. La Cour tranche en faveur de Patrice Talon. Dabarou, famille monoparentale au Bénin. Les causes et conséquences d'un phénomène qui prend de l'ampleur pour détention, trafic et usage de chanvre indien. 43 individus arrêtés à Godomé, département du Borgou. 7421 candidats à l'assaut du baccalauréat. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Tension entre Cotonou et Niamey. Seule solution, se concentrer sur le Bénin. Commentaire et questions de Jocelyn Neneidini suite à la tribune du professeur Juste Kodjo. Pendant la saison pluvieuse à Cotonou, Zogbo et des caniveaux à ciel ouvert. Des pièges à hommes, alerte le journal durabilité des entreprises, un enjeu au cœur de l'écologie africaine. Les entreprises et entrepreneurs, des acteurs nécessaires à la sauvegarde de l'environnement.
Et voilà donc ce qu'on peut retenir. Hein. La une des journaux ce matin, rapidement, 2 mots qui pourraient vous intéresser dans Fraternité ce matin. Entrée frauduleuse sur le site du terminal pétrolier de Semekpoji. Les 3 Nigériens fixés sur le sort. Il y a justement que le procès a condamné ces 3 à 18 mois de prison assorti de sursis. À ce sujet, il a été suggéré à la Cour de requalifier les faits. Ils ont été déclarés coupables de fausses attestations et usage de fausses attestations et complicité de fausses attestations et usage de fausses attestations contre la DGA de la structure chinoise pour sa représentation au Niger. Mais les 2 autres prévenus ont été condamnés de fausses attestations et usage de fausses attestations. Le ministère public a ainsi demandé à la Cour de les condamner à 18 mois de prison assorti de sursis. Ce qu'a suivi le juge. Et puis cette information qui pourrait vous intéresser aussi, ça concerne cette période que nous traversons. Vous savez déjà qu'il pleut abondamment sur Cotonou et environ. À Zogbo, il y a des caniveaux qui sont à ciel ouvert. C'est des pièges à hommes. A remarqué Fraternité qui a fait un tour là-bas, notamment le jeudi dernier. Constat compte rendu de ce qui se passe sur le terrain, avec images à l'appui dans les colonnes du journal, dans sa production de ce mardi matin. Alors, on va passer maintenant au bulletin de l'information avec Florence Boussa qui sera à la présentation ce matin. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. On va reparler, je dois dire, du baccalauréat puisqu'on en parlait depuis hier. On va reparler donc ce matin, 75 373 candidats planches depuis hier donc pour l'obtention de leur premier diplôme universitaire. Le lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2024 a été effectué ce lundi au CG1 de Dassazoumé dans le département des Collines. Les détails dans un instant avec notre envoyé spécial Ingrid Day que vous aviez à l'écran. Nous parlerons également de la remise de sites à des groupements de jeunes éleveurs dans 2 communes du département de la Liborie. C'est dans le cadre du projet de prévention des conflits à travers l'autonomisation des jeunes et des femmes privantes. Un projet mis en œuvre avec la collaboration de l'Union européenne. Précision à suivre. Voici le bulletin. Et direction Dassazoumé. Pour vous reparler de cette actualité qui a cours depuis hier, il s'agit notamment de l'examen du baccalauréat pour sa session de juillet 2024. Le lancement officiel du dit examen a eu lieu au CG1 de Dassazoumé dans les collines, qui justement a accueilli les autorités pour la circonstance. Exactement, Tanguy, et 445 candidats planchent dans ce centre pour l'obtention du premier diplôme universitaire. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son collègue de l'enseignement secondaire et technique et de la formation professionnelle qui ont procédé au lancement de la cérémonie des épreuves. Voici le compte rendu. Nous sommes ici au CG1 Dassazoumé dans les collines. C'est ce centre qui abrite le lancement officiel du baccalauréat session de juin 2024. Ici se décide le sort de 445 candidats. L'équipe chargée de surveiller et d'accompagner les candidats reçoit les dernières instructions alors qu'ils sonnèrent 7h15. Quelques minutes après, les voici en train de se diriger vers les différentes salles de composition avec les outils nécessaires et les épreuves. À 8h, au son de la sirène, les épreuves sont distribuées par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, assistée de son collègue des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle et d'autres autorités. Nous avons choisi cette année de venir pratiquement au centre du Bénin, Dassazoumé. Donc sur le plan organisationnel, nous sommes vraiment satisfaits. Alors, par rapport aux candidats eux-mêmes, je suis très serein parce que nous avons eu une très bonne année scolaire, une année qui n'a pas été perturbée. Les programmes d'études ont été achevés à 100% dans tous les collèges et lycées. Et donc, normalement, on devrait avoir de très bons résultats. 445 candidats des séries A1, A2 et B, répartis dans 15 salles, planchent dans ce centre pour l'obtention du premier diplôme universitaire. Selon les statistiques dressées à l'occasion par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le nombre de candidats enregistrés cette année au plan national est en baisse par rapport à l'année précédente. Elle se réjouit de l'effectif de plus en plus croissant des candidats des séries scientifiques.
Et pour ce qui concerne particulièrement les filières scientifiques, vous savez que le gouvernement fait un choix d'accompagner les candidats, les élèves qui s'intéressent à ces filières pour pouvoir leur assurer beaucoup de débouchés. Cette stratégie a donné ses fruits, en ce sens que pour les filières scientifiques, nous avons constaté que 32 708 candidats sont inscrits et représentent 43,39%. C'est une grande évolution. Quant aux filières techniques, cette année, nous sommes à 6 590. Vous constatez également avec moi ce bond terrible au niveau des filières techniques. Ça augure d'un bon lendemain pour nos apprenants. Après cette étape, la délégation s'est ensuite rendue au CG2 de Dassazoumé, puis dans quelques centres de composition de Savère pour s'assurer du bon déroulement de l'examen. Ingrid Day, Koukana 3 Bénin, depuis les collines. Dans le département du littoral, le lancement des épreuves a été effectué par le préfet Alain Oronla. C'était au CEG de Segbeya-Cotonou. L'autorité préfectorale était entourée pour la circonstance du maire de la ville et la directrice départementale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Reportage. Dans le département du littoral, le coup d'envoi du baccalauréat session de juin 2024 est donné. Avant le lancement des épreuves, quelques conseils sont prodigués aux candidats. Cette descente des autorités sur le terrain vise à s'assurer de la bonne organisation de l'examen. C'est devenu une routine que tout se passe bien et nous constatons que d'année en année, ça s'améliore, ça se passe très bien. C'est le constat qui a été fait ce matin. C'est le constat de ce que les efforts du gouvernement portent leurs fruits en termes d'organisation, en termes de rigueur, en termes de professionnalisme. Je voudrais aussi féliciter les parents parce qu'ils ont joué aussi leur partition. Souhaiter courage aux candidats et me réjouis d'avance qu'après les quelques jours d'examen, ils soient tous heureux d'avoir décroché ce précieux sésame. Satisfaite de l'organisation et de la disposition d'esprit des candidats, les autorités expriment leurs attentes. De plus en plus aujourd'hui, on travaille pour l'excellence. Donc il faut déjà que ces enfants aient une très bonne mention. Pas de mention passable, mention bien, très bien, honorable, etc. Présente à cette cérémonie, la directrice départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a levé un coin de voile sur les chiffres à retenir au niveau de son département dans le cadre de cet examen. Sur le plan départemental, nous avons au total 16 centres. Les candidats sont au nombre de 9 976 qui sont répartis dans ces centres-là. Au total, 884 candidats sont inscrits dans ce centre de composition. Ils sont répartis dans 32 salles. Les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2024 prennent fin mercredi prochain. Les épreuves se déroulent sur l'ensemble du territoire national et dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est le maire Angelo Évariste Arwandino qui a officiellement lancé la composition. C'était au collège d'enseignement général privé Sainte-Bakita. Nous allons suivre. Nous sommes au collège d'enseignement général privé Sainte-Bakita dans la commune d'Abomey-Calavi. Après le conseil du maire et sa suite aux candidats, l'autorité lance les épreuves du baccalauréat session unique de juin 2024. Les candidats débutent la première épreuve, celle de français, qui va durer 4 heures d'horloge. Nous avons constaté que tout s'est bien passé. Les suivants de salle étaient à l'heure. Le chef centre avec toute son équipe, les superviseurs, tout le monde est présent. Nous avons fait un tour dans les salles de classe pour voir aussi le moral des enfants qui sont aussi au top. Ceci parce que l'année s'est bien déroulée. Mais je sais que par ça, nous avons 25 candidats et nous avons 28 salles. Donc quand on fait le petit calcul, ça donne 700. Maintenant, on ne sait pas si c'est les 700 ou bien au niveau de la dernière salle, on a moins de 25. Suivant les instructions, on ouvre le centre à 7 heures.
Or, les parents, compte tenu comme c'est un examen, ils quittent tôt, ils viennent se planter devant le portail. Or, on doit ouvrir à 7 heures. Je viens de constater ce matin que nous avons des candidats très sereins qui savent pourquoi ils sont là. Donc, je ne peux qu'être en joie. Profiter par là, féliciter le chef de l'État pour ses réformes. S'agissant des dispositions pratiques et sécuritaires, tout est mis en œuvre pour offrir de bonnes conditions de composition aux candidats. Au total, 75 373 candidats, dont 32 937 filles, composent. Et vous l'avez certainement remarqué sur l'une des images dans l'un des reportages passés récemment, le maire de Cotonou, par ailleurs président de l'Association nationale des communes du Bénin. Eh bien, c'est de lui qu'on va parler maintenant dans cet élément qui va suivre Folance. Il était en tournée dans le département de la Liborée. Il a procédé à la remise officielle de sites à des groupements de jeunes éleveurs dans 2 communes. Et ceci, Tanguy, dans le cadre du projet de prévention des conflits à travers l'autonomisation des jeunes et des femmes préventes. Un projet mis en œuvre avec la collaboration de l'Union européenne. Esther Tofa. Il s'agit de sites aménagés pour des groupements d'éleveurs des communes de Segmana et de Malanville. Des infrastructures qui répondent aux objectifs du projet d'appui au développement et à l'amélioration des stratégies d'élevage de bœufs supervisées par le réseau des organisations non gouvernementales pour les ODD Rhodes avec la collaboration de l'Association nationale des communes du Bénin. De façon générale et dans un contexte de prévention de l'extrémisme violent au nord du Bénin, le projet d'appui au développement et à l'amélioration des stratégies d'élevage des bœufs, PADASEB, vise à organiser la structuration des pâturages, l'accroissement de la productivité et la production agro-pastorale à travers des systèmes de production diversifiés et durables. Je crois qu'on est heureux aujourd'hui de procéder à ces remises de sites. Je voudrais souhaiter que les bénéficiaires en fassent bon usage. Comme je l'ai dit, les élus locaux, les élus communaux municipaux ont l'obligation d'aller à l'école du gouvernement. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts dans le domaine de l'autonomisation, dans le domaine de la sécurité. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, nous devons apporter notre pierre à l'édifice. C'est tout le sens de ce que nous faisons. L'objectif de ce don est de participer à l'autonomisation de ces jeunes bouviers. Les élus des communes bénéficiaires ont exprimé toute leur gratitude au président de l'ANCB et à ses partenaires pour cet acte. Ma joie est grande. Pourquoi? Parce que c'est le tout premier projet de ce genre dans la commune de Segmana. Le tout premier. Et je voudrais compter sur les éleveurs de village, sinon de l'arrondissement de Lougou, pour faire un bon usage de ces infrastructures. Nous voudrions réitérer notre engagement pour un accompagnement dans le sens de telles initiatives, parce que j'espère, Monsieur le Président, que l'initiative ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Quand on obtient une fois, c'est qu'on veut en obtenir plusieurs fois. Et que je voudrais donc que Dieu vous accompagne et que Dieu vous inspire pour que chaque fois, vous ayez donc le regard tourné sur Malanville. Les sites aménagés sont constitués d'un troupeau de bœufs, d'un biodigesteur, d'un forage d'eau muni d'un tank et de plusieurs abreuvoirs. Tout ceci installé dans un enclos de 375 mètres. Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Moi, je vous remercie de l'avoir présenté. Je vous souhaite de passer aussi une bonne journée. Mesdames et messieurs, vous aurez d'autres rendez-vous d'informations à travers la rédaction et les éditions donc de Canal 3 à Bénin à 11h, 16h pour les petites éditions et à 13h, 19h30, 22h30 pour les plus grosses. Voici maintenant l'actualité des sports ce matin. On connaît ce qui tient la planète foot en haleine depuis le week-end écoulé. C'est bien l'Euro 2024. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Et on va en parler ce matin. Cela se passe en Allemagne. On parlait hier
des favoris qui ont confirmé leur statut. Et on revient ce matin pour dire et discuter autour de cette grosse sensation créée par la Roumanie. Oui, la Roumanie d'abord pour la première rencontre, comme tant bien sûr pour les phases de groupe, c'était hier face à la formation de l'Ukraine. Tout le monde s'attendait à une victoire, je dirais écrasante donc de la formation ukrainienne, mais c'était le contraire, c'était la Roumanie sur les images qui s'est imposée à l'arrivée à son adversaire 3-0, alors que le tout premier quart d'heure de cette explication a été dominé à plus de 70% de possession de balles par les Ukrainiens. Et puis la Roumanie, qui est une nation anodine, a réussi quand même sur une contre-attaque à marquer, je dirais, ouvrir le score. Cette formation est allée à la pause avec cette avance, mais a conservé son efficacité et sa solidité au cours de cette explication et finit par s'imposer 3-0 à la formation ukrainienne au cours de cette explication. Je dirais très très intéressante. L'autre surprise, l'autre grosse sensation également, c'était la sensation créée par la Slovaquie hier face à la Belgique, même si les Belges ont réussi à marquer 2 buts qui ont été refusés par la VAR. De toutes les façons, à l'issue de cette explication, ce sont les Slovaques qui sortent avec les 3 points très précieux dans ce groupe E. Et pour la suite des rencontres disputées hier, l'Autriche s'est inclinée face à la France. La France a réussi sur un but contre son camp de Vauber à s'offrir les 3 points également, mais dans la douleur puisque la formation autrichienne était venue pour s'offrir également 3 points. Malheureusement pour les coéquipiers d'Alaba qui était lui de son côté sur le banc de touche. La suite ce sera donc ce jour avec les rencontres. Toujours comme temps pour la première journée de cette compétition. La Turquie affrontera la Géorgie à partir de 17h pour finir avec les rencontres du groupe F. Et le Portugal aura pour adversaire la République tchèque. Tanguy. On verra bien ce que ça va donner. Alors, on va revenir à Cotonou, Ali. On va parler de sport pour tous, Tanguy. On va justement évoquer ce qu'on connaît par ici à Cotonou. Il s'agit de la route des pêches à la marche. Et bien, dans le cadre de la prochaine édition, les acteurs annoncent déjà les couleurs à travers d'autres initiatives de marche. Et vous dites ce matin que la dernière épreuve était un gros défi qui a été relevé. Oui, Tanguy, un grand défi de 65 km à la marche depuis Cotonou jusqu'à Comé. Ils étaient donc une vingtaine à prendre le départ du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou pour la destination de Comé. Partis donc à 5h17 très précisément. Ils sont arrivés au point final vers 14h30, ce qui est fait pratiquement 9 heures de temps sans aucune interruption. L'initiative est celle du club de sport Marche Pro, dont je vous invite ici à suivre quelques membres qui ont effectué aussi le trajet de Comé. Pour commencer, je dois remercier mes supérieurs, c'est-à-dire le président, vice-président, tout le monde. Franchement, Marche Pro, comme on le dit, plus fort, plus vite, plus rapide, c'est vraiment du bon en fait. C'est vraiment du bon. Quitter Cotonou pour commencer à ça n'a pas été facile. On pouvait toutefois abandonner, mais on ne l'a pas fait. On est venu. Moi, déjà, je me félicite d'abord. Je me félicite. Et si toutefois beaucoup de gens peuvent le faire, si moi je peux le faire, alors pourquoi pas d'autres? Alors franchement, Marche Pro, c'est du bon en fait. Et une fois encore, je remercie mes supérieurs. Comme ils l'ont dit tout à l'heure, c'est dans la tête. Si tu le mets dans la tête, tu vas y arriver. Et moi, je suis arrivée et je suis contente, je suis fière. Je ne m'y attendais pas. Parce que ça fait 65 km. Cotonou, Comé, 65 km. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Comme nous, on est habitués à travailler, raison pour laquelle on a fait ça facilement. Je peux dire facilement, on a fait ça facilement. Mais si tu veux le faire, il faut travailler avant de venir sur le terrain. Sans quoi, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas faire. Allez, arrivés donc à destination, ils ont été accueillis par les membres du CROP Uni pour tous de Comé, 65 km de marche. C'était assez impressionnant pour faire donc adhérer le hôte à l'initiative de la route des pêches à la marche et aussi montrer aux Béninois que c'est bien possible. Suivons ici maintenant le président du club Uni Sportif de Comé qui apprécie cette initiative. Je ne peux que remercier les organisateurs de cette marche qui a quitté le stade de l'Amitié Cotonou pour Comé. 64 à 65 km, ce n'est pas petit et ce n'est pas donné à tout le monde.
Et surtout les femmes qui sont dans le club, je ne peux que les remercier. Le sport, c'est la santé. Et celui qui décide faire, il fait. Celui qui veut faire le travail avec l'abnégation, ça donne toujours un résultat. Sincèrement, ça nous a donné vraiment beaucoup de leçons. Et notre club prochainement aussi va organiser des sorties comme ça. Je demanderai à tous ceux qui ne sont pas encore dans des clubs sportifs, s'ils sont à Cotonou, de choisir Marche Pro. Et s'ils sont à Côme, de courir vers une sportif. Car il y a de sérieux. Il y a de sérieux dans tout ce que nous faisons ici. Et lorsque vous venez au sport, c'est votre santé qui est en forme. Allez, quand on parle de ces différents clubs de sport pour tous, ce sont des initiatives, des associations à but non lucratif, Tanguy, qui œuvrent quand même pour, je dirais, le maintien de la forme, surtout sur le plan de la santé des populations. À travers justement des initiatives assez intéressantes et populaire. Allez, on va passer à une autre discipline. On va parler de boxe maintenant, avec le combat imminent du jeune béninois connu sous l'acronyme de la Force Tranquille. Oui, de son vrai nom, Adam Salanon, c'est lui qu'on surnomme la Force Tranquille, comme vous l'avez dit. Il va donc à la conquête WBA Afrique dans la catégorie mouche, c'est-à-dire les 52 kilos. Le combat aura lieu au Ghana le 29 juin prochain. Je vous propose de suivre ici un de ses mentors, Edgar Adoukonou, qui est un acteur de la boxe béninoise. Alors déjà, comme vous le savez, nous sommes dans une dynamique qui est en train quand même de nous permettre de révéler beaucoup plus de talents pugilistiques. Et c'est le cas de notre jeune frère Adam Salanon, dit la Force Tranquille, un jeune qui a quand même un parcours exceptionnel dans la boxe amateur. Il a été champion d'Afrique de la zone 2, meilleur boxeur en 2018 au cours de ce même tournoi. Et après, il a bénéficié d'un stage professionnel au Brésil pendant 6 mois. Et donc, suite après ça, il a été désigné pour quand même rentrer dans l'arène professionnelle. Et à son compteur, il a 13 combats, 12 victoires, 9 pas KO et une défaite. Et en professionnel. Et déjà, c'est ce qui lui a valu sa qualification pour disputer la fameuse ceinture WBA, World Boxing Association, qui est l'une des prestigieuses ceintures
son papa. Parce qu'il faut être resté assez longtemps, se faire des amis dans la sous-région, se faire des collègues présidents, avoir des contacts pour le faire. Je crois qu'il est encore assez jeune pour pouvoir rentrer dans cet habit. Je crois qu'il est trop tôt pour lui, à mon avis. Et forcément, fatalement, les gens vont voir la main de la France derrière. Les souverainistes ou panafricains supposés, ils vont voir la main de la France derrière. C'était avec cru, hein, la piste chinoise. On l'a même évoqué ici, étant donné l'énorme quantité, je dois dire, de dollars investis dans le projet pour sa naissance, mais elle peine à faire bouger les lignes, visiblement. On avait cru que le voyage entre Niamey et Cotonou de la délégation chinoise aurait pu aider à quelque chose. Là aussi, je reviens au Premier ministre nigérien par rapport à la Chine. Alors qu'il fermait le pipeline, le Premier ministre disait qu'on ne peut pas nous laisser voler notre pétrole. Qui va voler leur pétrole? Donc, à la limite, c'est les Chinois qui, s'il n'y avait pas de représentant du Niger là où le pétrole se charge à Sémékodi, ils parlent de vol. Mais qui va voler? Donc, où c'est le... peut-être une complicité entre la Chine et le Bénin. Si vous avez traité la Chine... C'est peut-être pourquoi ils ont envoyé peut-être des éléments discrètement sur la plateforme. Si vous traitez la Chine de voleuse présumée, n'attendez pas qu'elle vienne jouer les médiateurs. Je crois qu'à ce niveau-là, c'est foutu. Tel que les mots, c'était pas diplomatique le mot que le Premier ministre a. C'est pourquoi j'insiste que ce Premier ministre parle un peu trop et que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il a carrément traité qu'il y aura vol, il peut pas. S'ils ne sont pas là, on va voler leur pétrole. Donc, après avoir traité la Chine de voleuse éventuelle, il ne faut pas s'attendre que la Chine vienne jouer les médiateurs. C'est pas possible. Ça va être compliqué. C'était très compliqué. Oui, mais la Chine en tant que pays, indépendamment de l'acteur économique engagé dans l'affaire, la Chine en tant que pays... à la limite impérialiste aujourd'hui, puisqu'elle cherche un peu de place en Afrique, est-ce qu'elle ne peut pas épauler justement son concitoyen ou son citoyen aujourd'hui en difficulté, parce que c'est quand même beaucoup de dollars en jeu, et voilà déjà que le pipeline est en difficulté avec ce mouvement de rébellion quelque part au Niger. Je crois que la Chine pourra passer par des pays intermédiaires. La Chine a beaucoup d'intérêt en Afrique. Ils ne sont pas obligés et ils sont discrets. Ils n'aiment pas intervenir dans les affaires politiques internes. Je crois qu'ils sont à même. D'ailleurs, quand ils ont chargé le pétrole ici, il paraît que le pétrole est d'abord passé par la France. Par la France d'abord. Donc, je crois que la Chine a les moyens d'avoir des pays intermédiaires. Tout à l'heure, je parlais du Maroc. La Chine peut appeler le Maroc, peut appeler un grand pays sans se mettre au premier rang. La Chine a les moyens aujourd'hui de sa politique. Dans les pays qui forment le BRICS, il y a plein de pays qui peuvent jouer les intermédiaires. La Chine n'a pas besoin de se mettre forcément en avant. Et je crois plus à la diplomatie de couloir interne de coulisses des Chinois pour pouvoir dénouer cette affaire. Parce qu'on le veuille ou non, c'est la crise a atteint son paroxysme à mon avis et on ne pourra que baisser la tension aujourd'hui. Curieusement, plus personne n'évoque la possible piste des organisations sous-régionales et continentales. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. C'est tout de même curieux. Est-ce que c'est parce qu'elles ont, soit dit en passant, perdu beaucoup de crédibilité dans cette affaire donc de coup d'État, etc., qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas essayer de se racheter, essayer de se rattraper en tentant quelque chose? Je crois que tel que les trois pays de l'AES ont parlé pour la CEDEAO, le volet politique de la CEDEAO mérite, qu'on le veuille ou non, des réformes. Et la CEDEAO, qu'on le veuille ou non, est un peu à la base de cette difficulté-là. Et pour le moment, la CEDEAO cherche un second souffle. Je ne sais pas qui est le président d'exercice actuellement, Bissau Guinée, je ne sais pas. La CEDEAO? Je ne crois pas que la CEDEAO, oui, le Nigérien Tinubu, je ne pense pas que Tinubu soit la personnalité indiquée aujourd'hui pour pouvoir régler ce problème. Déléguer une personnalité, négocier des délégations, aller voir des pays, ça peut se faire, non? À ce niveau-là, au niveau du Nigeria, les rois du Nord, les communautés religieuses du Nord avaient fait les premiers pas. Mais que je sache, le président Tiani n'est pas un monsieur très facile, c'est un militaire rigoureux. Si vous vous souvenez, au premier d'abord, les Américains sont même partis à Niamey, on ne les a pas écoutés. D'autres délégations du l'ancien président nigérien est parti, on ne les a pas écoutés. Je crois que ce monsieur, c'est un militaire dans la prise d'agent des militaires qui n'écoute pas. Moi, je crois que le Nigeria peut se reposer sur les gens de Sokoto, les gens de la frontière, pour pouvoir jouer. Mais le Nigeria, monsieur Tinubu, même au premier rang, c'est un peu difficile. Je crois plus en cette diplomatie informelle qui a tenté les oulémas du nord du Nigeria ou du nord du Bénin. Je crois qu'il peut faire un travail de sous-bassement qui pourra toujours marcher. Mais le Nigeria, en tant que président de la CEDEAO, même si le monsieur
le Nigérien ne met pas ça, il aura peu de chances d'être écouté. Et puis attention aussi, j'ai aussi l'impression qu'actuellement, le président du Niger, M. Tiani, n'a d'autres fonds de commerce que la crise avec le Bénin pour se maintenir. Parce que si vous regardez le Niger, bientôt 1 an qu'il est au pouvoir, il n'y a pas d'assemblée législative de transition, il n'y a aucun programme. Il est assis au palais tranquille, il n'y a rien. Il est trop occupé par le Bénin. Je crois que c'est le seul fonds de commerce. Quand je vois le nombre d'éléments qu'on ramène, c'est avec ça qu'on mobilise les citoyens. Oh, le discours sur la souveraineté, sur le patriotisme, ça a ses limites, ça va tenir pendant quelques temps, mais ça va s'essouffler. Donc le Bénin, actuellement, la crise, actuellement, le fonds de commerce pour Niamey, dont il profite pour ne pas donner de délai pour la transition, dont il profite pour ne pas dire on aura des assises, un dialogue comme les autres ont fait. Même si c'était un semblant de dialogue, on s'accoupe sur la crise au Bénin. Donc la crise du Bénin avec le Bénin, c'est des fonds de commerce. Et si cette crise est évacuée, il y aura un tête-à-tête entre M. Tiani et le peuple nigérien. Et tôt ou tard, ça viendra. Donc c'est autant de difficultés à planer d'abord. On peut comprendre la délicatesse de la position de la CEDEAO, mais pour l'Union africaine, pourquoi est-ce qu'elle se tait? D'abord, l'Union africaine laisse d'abord la main à la CEDEAO généralement. Et moi aussi, je l'ai dit tout à l'heure, l'Union africaine aurait pu faire quelque part. Ou bien elle attend qu'il y ait des crépitements de balles, ou bien des bruits de bottes avant d'intervenir. Ça, je ne comprends pas par contre. Pas du tout, je ne comprends pas la position de l'Union africaine. Car depuis là, au moins le représentant de l'Union africaine, parce que le Niger, que je sache, n'a pas quitté l'Union africaine. Je crois que les sanctions de l'Union africaine pour le coup d'État restent toujours en vigueur, hein, sauf erreur de ma part, je n'ai pas encore les détails là-dessus. Certains pensent que le Bénin devrait plutôt arrêter de continuer à se focaliser sur le Niger et cette crise-là. Et travailler à oublier la junte, comme ce fut le cas avec le Nigeria quand Mohamedou Buhari avait fermé les frontières. Est-ce que vraiment le Bénin peut faire le dos rond et laisser le temps passer avec cette situation? Totalement, les Nigériens sont mieux placés pour savoir que les pays ont les moyens de leur résilience. Avec le Nigeria, on ne sait même pas si on a fait pour des 2 ans, on a tenu. Oui. Le Niger aussi a été sanctionné, le Niger a tenu. On va tenir. On tiendra, il y aura des difficultés. Je crois que des packs comme le pacte d'Alada est fermé, on va finir. Les pays ont toujours les moyens de leur résilience. Et ça même. Maintenant, pendant combien de temps le Niger peut tenir en passant par le Togo? Si vous prenez une carte, regardez le nombre de kilomètres qu'il faut traverser pour pouvoir aller à Niamey. Pendant combien de temps aussi ils peuvent tenir? Parce qu'autant nous, on tient, autant eux aussi doivent tenir. Oui, surtout qu'eux ont déjà 400 milliards d'avance des Nigériens, et dans un délai qui court. Chinois, oui. Donc nous, on peut attendre, mais le pays aura les moyens de sa résilience. C'est ce qui est difficile, certes, mais on aura les moyens de tenir. Ne vous en faites pas. Mais le Niger aussi aura les mêmes problèmes. Déjà qu'en réglant le cas du Bénin, le problème avec le Bénin, il faut aussi régler avec la rébellion interne aujourd'hui qui pointe du nez. Donc c'est autant de difficultés qui s'annoncent là. En tout cas, on verra ce que ça va donner cette crise avec ces successions d'épisodes. Le tout dernier, c'est justement la condamnation à Cotonou par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme des 3 Nigériens qui ont été surpris par la police béninoise sur les installations de la plateforme pétrolière de Semekpodi. 18 mois de prison assortis de sursis pour les 3 qui devraient en principe regagner leur hôtel, retrouver leurs affaires et retourner chez eux. Michel Tchanou, merci beaucoup. Merci Tanguy et bonne journée. Bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses déjà sur Actu Matin ce matin, la une des journaux, le bulletin, l'actualité des sports. L'invité ce matin, on va souffler un peu. De génération en génération. Qualité Sobebra.
Semaine des frontières béninoises. Le rendez-vous annuel des frontières est à sa 11e édition. SFB 2024, c'est 7 jours pour magnifier les frontières. C'est le rassemblement des communautés. C'est la joie dans le cœur des populations frontalières. SFB 2024, c'est du 7 au 14 juin. Organisé par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers sous le patronage de M. Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et placé sous le thème « Stabilité et cohésion sociale, quelle place pour les frontières africaines ?» Au programme, la validation du plan local de sécurité de la commune d'Avrankou, des inaugurations de salles de classe à Basila et à Waké, la mise en place du cadre de concertation transfrontalière Waké-Bina, la finale du match de football sur la cohésion sociale à Malanville et plusieurs autres activités. ABJF, sécurisons et développons nos espaces frontaliers. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Allez, nous sommes de retour sur ce plateau pour parler de l'actualité et la commenter, surtout l'analyser. On aura, ma foi, deux sujets. On va parler de cette information assez déplorable provenant justement du côté du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, des candidats au baccalauréat qui ne pourraient pas, qui n'ont pas pu composer depuis hier pour une situation assez cocasse. On en parle tout à l'heure et puis on va évoquer l'autre sujet qui pourrait aussi vous intéresser, si le temps nous le permettait, un haut commissariat à la prévention de la corruption. Désormais, on veut prévenir la corruption au Bénin, on verra bien par quel moyen on pourrait y arriver. Commençons déjà par le tout premier sujet. En attendant, j'installe mes débatteurs. Le riche, bonjour. Franck, bonjour. William, bonjour. Eric, bonjour. Alors, des candidats au bac, des établissements qui accueillent des candidats et collectent leurs dossiers alors qu'ils ne sont même pas autorisés. Ce n'est pas la première fois, William, que ça arrive. Sauf que cette fois-ci, il y a une sorte de fermeté au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur pour refuser, je dois dire, les dossiers de ces candidats. Oui, c'est à la fois étonnant et c'est à la fois objet de curiosité.
c'est un phénomène, comme vous l'avez dit, qui ne date pas d'aujourd'hui. Tous les établissements scolaires qui inscrivent ou qui ouvrent des unités pédagogiques, des classes, des promotions entières de 3e ou de terminale, toutes séries confondues, n'ont pas toujours l'autorisation qu'il faut, notamment dans le début de leur exercice. Je ne sais pas ce qu'il en est, par exemple dans le monde de l'enseignement, mais dans le monde de l'audiovisuel, par exemple, tant que vous n'avez pas créé votre journal, vous n'avez pas imprimé les premiers journaux, vous ne pouvez pas suivre la procédure pour être autorisé. Donc, je ne sais pas si c'est le cas dans le monde de l'enseignement. Oui, excusez mon inculture. Il faut créer le cadre, monter les mobilier, mobiliser maintenant le personnel, le contrôle pour venir voir un peu le contexte. Oui. Donc, quand c'est comme ça, la tradition, elle est vieille dans ce milieu. C'est que les établissements scolaires, quand les acteurs, vous savez, vous nous connaissez dans notre sociologie, quelqu'un est lésé quelque part, il crée son propre... il devient entrepreneur, il devient patron aussi parce qu'il est fatigué de recevoir des ordres et il fait également pour lui, comme on le dit dans nos langues. Donc, pour la plupart du temps, au tout début comme ça, c'est comme ça il procède, il crée des établissements scolaires et confie les dossiers de candidature à d'autres établissements. Ce qui fait que l'apprenant est peut-être à Cotonou, dans le 13e arrondissement de Cotonou, dans un établissement dans cet arrondissement, mais l'autre établissement avec lequel son école a trouvé une entente pour pouvoir déposer les dossiers est à Paou peut-être dans la commune de Ouida, ce qui fait qu'au moment où les gens de son arrondissement sont au CEG Le Nokoué pour les épreuves orales, lui il compose les épreuves orales par exemple au CEG 2 de Ouida. Vous voyez, c'est un cas par exemple que j'ai vu et c'est un phénomène qui est vieux de plusieurs années. Maintenant, impact, qu'est-ce que je raconte? Ça a des conséquences de part et d'autre. Naturellement. Est-ce que ça gêne fondamentalement? Oui, ça gêne parce que ça entretient l'illégalité des établissements qui, entre-temps, eux, ne sont pas encore reconnus par la loi. Je parie que tout le corps de contrôle, les inspections générales, tout le travail qu'il y a à faire dans les circonscriptions scolaires, tout le travail pédagogique qu'il faut, ils peuvent le faire avec une certaine qualité et une certaine rigueur, mais juste qu'ils n'ont pas les yeux les plus avisés, les voix les plus autorisées, les signatures les plus autorisées à poser et à confirmer, à attester de la qualité du travail qui se fait. Et surtout ça, l'autre chose, c'est que leurs performances sont noyées dans des effectifs plus gros. Et quand ils performent bien, ils retirent le nombre de candidatures et ils s'en vantent. Mais quand ça ne marche pas bien, vous ne les voyez même pas afficher les résultats. Ce sont les apprenants qui sont individuellement pris et informés de leurs résultats scolaires. De ce côté-là, je trouve que ce n'est pas très bien et c'est une des raisons peut-être qui peut justifier la purge. Maintenant, de l'autre côté, ça permet à des écoles, à des ménages qui ont peu de moyens, qui n'ont pas envie que leurs enfants aillent dans les écoles publiques parce qu'ils se disent que leurs enfants ont encore quelques lacunes pour lesquelles ils ne doivent pas se fourvoyer dans un grand monde, il leur faut rester dans le petit cadre, et notamment ces petits cadres parce qu'ils reviennent à des coûts de leur bourse, disons-le comme ça, ils se disent, on peut déposer l'enfant là d'abord, ou parfois les candidatures libres, ou les anciens, comme on les appelle, les gens qui ont fait les examens 1-2 fois, ils s'entendent avec des établissements comme ça pour pouvoir y aller. En fait, ce sont des phénomènes qui ont existé à l'école et pendant longtemps. Moi, j'ai envie que les autorités, nous connaissons un peu le contexte, les raisons, mais que les autorités nous éclairent davantage sur les raisons précises de ces candidats laissés en rate pendant cette session 2024 du baccalauréat. Le problème doit être situé à 3 niveaux. Le premier, c'est par rapport à ces centres de formation qui, a priori, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas les documents, parce que dans la plupart des cas, souvent, c'est qu'ils commencent la procédure et peut-être la procédure n'est pas encore terminée, ils n'ont pas encore l'autorisation en bonne et due forme, et déjà ils se disent qu'ils peuvent déjà commencer par exercer. Vous le savez, c'est que si on peut leur prêter la bonne foi, on peut dire qu'il y a les charges qui sont déjà en instance, les charges salariales liées au personnel et aussi les charges logistiques. Et souvent, dans la plupart des cas du moins, ces centres de formation se disent,
démarrons, étant donné que la procédure a été amorcée, démarrons déjà la formation des enfants et avec le temps, puisque souvent c'est une procédure qui prend aussi du temps, donc avec le temps, l'autorisation en bonne et due forme va sortir et directement on pourra gérer. Mais qu'on le veuille ou non, c'est une sorte de concurrence déloyale, qu'on le veuille ou non. C'est parce que il y a d'autres qui ont régulièrement fait leurs formalités et qui exercent sur le terrain. Et vous n'avez pas encore l'autorisation, vous exercez sur le terrain, puisque pour avoir cette autorisation, il y a également des enquêtes que le ministère devrait faire à leur niveau. Est-ce que ces enquêtes ont été faites? Est-ce que c'est le personnel adéquat qu'on utilise pour la formation des enfants? Est-ce que les enfants reçoivent la formation de qualité? Tout ça là, normalement, l'autorité doit pouvoir vérifier tout ceci avant d'attribuer l'autorisation. Ce qui veut dire que, qu'on le veuille ou non, c'est une sorte de fraude. Le deuxième point sur lequel nous devons le deuxième point de responsabilité, c'est au niveau de ces établissements qui sont légalement constitués, qui ont leurs documents, qui ont tout ce qu'il faut pour exercer dans toute légalité, mais qui justement, pour des dividendes, acceptent de recevoir un certain quota de la part de ces établissements qui n'ont pas la légalité, qui n'ont pas l'autorisation et qui mettent justement ce nombre-là dans leur effectif pour pouvoir percevoir les dividendes. Ce problème-là est déjà arrivé quelque part dans un autre secteur, je veux nommer le secteur des transports, où, entre-temps, vous allez voir les centres d'auto-école qui recevaient des trucs à des listes de certains centres de formation qui n'ont pas été accrédités, qui n'ont pas été agréés, qui n'ont pas reçu l'autorisation. À un moment donné, il y a eu une enquête qui a été menée, et vous allez voir, quand ils ont envoyé les dossiers, il y a eu une enquête minutieuse qui est passée sur chacun des candidats au permis de conduire, et on les a détectés, et justement on a vu que même certains, ceux-là même qui ont accepté leur nom, qui ont accepté de recevoir plutôt des candidats fictifs qui ne sont pas de leur formation, de leur centre de formation, se sont vus bloqués aussi. Ce qui veut dire que cette décision que le gouvernement vient de prendre, normalement, quand on constate que c'est au niveau, c'est un établissement légalement constitué qui peut être accepté de se faire gonfler son nom pour ses dividendes, normalement, autant on punit les établissements qui n'ont pas l'autorisation, mais qui ont quand même envoyé des enfants, autant on doit punir ceux-là qui acceptent de prendre des enfants issus des établissements non constitués. Le troisième point de responsabilité, c'est au niveau des parents. Au niveau des parents, en ce sens que, vous savez, chaque année, le gouvernement publie la liste des établissements autorisés. C'est vrai que parfois, dans certaines localités, vous n'avez pas une école très proche et peut-être la seule école qui est là, c'est peut-être celle qui n'est pas officiellement autorisée. Mais ça, c'est une question de responsabilité. Le parent doit savoir qu'en envoyant son enfant dans une école qui, entre griffes, n'a pas l'autorisation adéquate, l'autorisation requise pour pouvoir donner la formation, on peut se dire que c'est pour des raisons de proximité. On peut se dire que c'est pour des raisons de convenance. Mais une chose est claire, si cet établissement n'a pas l'autorisation, c'est que le parent a pris le risque d'envoyer son enfant dans une école qui n'est pas reconnue par les autorités légales, alors ça pose véritablement un problème. De l'autre chose aussi, le dernier point pour finir, le gouvernement aussi doit s'atteler à actualiser souvent ces listes-là. C'est vrai qu'il y a des listes qui viennent de façon sporadique, mais il faut que cette liste-là soit actualisée et publiée de sorte à ce que chaque parent, avant de faire inscrire son enfant, puisse voir si l'établissement dans lequel il veut mettre son enfant est véritablement agréé à tous les documents pour pouvoir envoyer l'enfant. Parce qu'au finish maintenant, ce sont les enfants qui ont perdu 9 mois et maintenant on se retrouve à ne pouvoir pas composer. Les parents, c'est vrai qu'ils ont investi aussi, mais la grande douleur, ce sera beaucoup plus pour l'enfant. Franck? Mais moi, je pense que c'est une bêtise, une irresponsabilité qui ne disent pas leur nom, tout simplement parce que au finish, ce sont les candidats qui perdent. Et moi, c'est le plus important. Vous voyez, moi, je disais en terminale que si j'échouais, que je ne reprendrais pas cette classe-là, où je n'irais plus au baccalauréat. C'est un chantage à qui? Non, parce que c'est une classe dans laquelle vous vous privez de tout, vous étudiez tout le temps, vous avez un objectif à atteindre, décrocher le bac. Et quand vous faites tous ces efforts, et en fin d'année,
à cause de la bêtise de certains chefs d'établissement, vous vous retrouvez à ne pas composer. Vous savez, dans les pays sérieux, on devait prendre ces enfants-là en charge parce que ça va créer un traumatisme sérieux. Le Bénin n'est pas sérieux? Non, enfin, excusez de peu. Moi, je pense que dans certains pays, pour prendre même cette décision, vous savez, il y a déjà des psychologues, il y a déjà des... Parce qu'on n'a pas eu ça. Les enfants ont été remerciés tout simplement. Simplement parce qu'ils n'ont pas été au bac, il leur faut un psychologue. Oui. Il y en a qui peuvent garder les séquelles toute leur vie. Il y en a qui ne reprendraient jamais le bac. Qui ne reprendraient jamais le bac. Et qui vont devenir des cas sociaux qu'on aura à gérer après dans la nation. Qu'on aura à gérer dans la nation. Et donc, moi, je pense que c'est un problème très grave qu'on doit prendre au sérieux. Moi, je me demande comment ces établissements-là se sont arrangés. Parce que aujourd'hui, avec la plateforme EducMaster, c'est que on suit l'enfant déjà depuis le CI. Depuis le CI, son nom est dans une base de données et on le suit jusqu'en terminale. Je ne connais pas pour... Même quand il change d'établissement, c'est noté, c'est enregistré. Ce n'est plus il y a EducMaster à l'université aussi. Voilà, il y a EducMaster à l'université. Comment ils se sont arrangés pour garder ces enfants-là jusqu'en fin d'année? N'ont-ils pas inscrit leur nom dans EducMaster? Est-ce que c'est au nom d'autres établissements avec lesquels ils ont pactisé que cela s'est fait? Je me pose beaucoup de questions. Et là où moi je condamne un tout petit peu les autorités, c'est qu'il y a eu un contrôle qui se fait chaque année. Qu'est-ce que le contrôle a pu faire pour ne pas déceler ces établissements-là qui étaient illégalement installés, qui n'ont pas reçu l'autorisation? Parce que... Peut-être que l'établissement existe, a une autorisation officielle, mais n'a pas peut-être eu l'autorisation de présenter des candidats. L'établissement peut avoir créé de la 6e en 4e ou en 3e, continuer au niveau de la seconde, la première, en attendant d'obtenir l'autorisation d'ouvrir une terminale. Et donc, en attendant d'obtenir l'autorisation, il continue à former ses élèves et l'autorisation ne vient pas jusqu'à la fin de l'année, alors qu'il a déjà justement des élèves sous la main, avec des dossiers sous la main. Comment il fait? Alors que tout le processus depuis la 6e est bien suivi par EducMaster, etc., etc. Donc, les autorités ne peuvent pas savoir que dans cette salle qui est là-bas, c'est une classe de terminale où des gens sont en train de se soit vous avez l'autorisation en bonne et due forme, soit vous ne l'avez pas. Si vous ne l'avez pas, ne prenez pas de risque en ouvrant des unités pédagogiques qui vont jusqu'à présenter des candidats. Vous savez, aujourd'hui, tout est tellement organisé que vous ne pouvez plus, comme au bon vieux temps où vous avez tel établissement dans tel quartier, il y en avait tellement assez que les gens, on ne se préoccupait pas. Les gens allaient présenter des candidats tels que ça se fait. Il y en a qui faisaient le premier semestre dans un établissement et le second semestre dans un autre établissement, ou être candidat dans un troisième établissement. Et là, lorsque nous allons même dans le monde des candidats libres, c'est que c'est la catastrophe. Là-bas, c'est vraiment un bazar. Donc, moi, je pense que les autorités devraient accentuer le contrôle parce que ces enfants n'ont pas payé le prix, n'ont pas payé la bêtise de ces chefs d'établissement. Et il faut que ça aille loin parce que ce sont des préjudices qui ont été causés aux enfants. Ces chefs d'établissement et ceux qui ont reçu, accueillis, et ceux qui ont recommandé ces candidats, ils doivent être poursuivis et payer des dommages-intérêts aux parents, aux candidats, pour qu'on nous dise quelles sont leurs réservées. Si tout cela n'est pas fait, soyez sûr que dans le lot, on aura des cas sociaux, on aura des malades à vie parce qu'ils seront psychologiquement affectés et ça va être très compliqué pour certains de revenir sur la scène pour dire « je vais essayer encore le baccalauréat ». C'est une année de cours très intense, c'est une année de préparation très, très, très hardie et arriver au point de chute et ne pas participer à cet examen. Peut-être que parmi eux, on aura des admis pour cet examen. Voilà, c'est des nombres en moins par rapport au taux d'admissibilité au baccalauréat. Donc, moi, je pense que à partir de cet exemple, à partir de ce cas-là, il faudrait qu'on se réveille et que les années à venir, que ce ne soit pas dans les centres d'examen qu'on puisse prendre des décisions. C'est vrai, c'est une thérapie de choc pour dire on prend la mesure extrême, on sanctionne comme ça pour donner un signal fort aux autres. Mais c'est un peu délicat à mon avis et il faudrait tenir compte de l'intérêt de
des enfants. Eric, je pense que avec le sérieux qui caractérise aujourd'hui l'organisation du baccalauréat avec l'office du bac, il est difficile à croire que nous avons en face de nous des établissements régulièrement enregistrés avec des candidats au bon profil. Le directeur de l'organisation technique du bac a donné quelques précisions. Il est question des établissements non autorisés et qui donc n'ont pas reçu véritablement l'autorisation de pouvoir présenter des candidats. Ils surfent généralement sur le défaut d'information des parents, ils ramassent les dossiers et puis se proposent de porter ces dossiers à l'office du bac. Vous en avez aussi qui vont chercher les dossiers des candidats libres, n'est-ce pas, qu'on confie à d'autres établissements qui sont en règle, mais du côté de l'office, on arrive toujours à identifier ces dossiers-là. Et donc, on se retrouve avec des candidats qui n'ont pas le profil, soit qui n'ont jamais fait la classe de terminale de leur vie, qui n'ont pas suivi véritablement les cours. Je pense que le directeur a ajouté qu'une commission sera mise en place pour davantage travailler sur ces dossiers et voir pour ces cas comment est-ce qu'il faut véritablement les régler. Je pense qu'il faut davantage nettoyer un peu quand même l'environnement pour identifier rapidement ces écoles qui ne sont pas en règle, pourquoi pas avant même les examens ou peut-être au début de la rentrée, pour permettre justement à des parents de savoir qu'en réalité ils avaient inscrit leurs enfants dans des écoles qui n'étaient pas autorisées et on pourra rattraper, pourquoi pas, dans d'autres établissements. Le fait qu'on ait identifié des établissements non autorisés jusqu'à la fin de l'année, c'est à la porte pratiquement du baccalauréat qu'on se rend compte aussi que ces établissements ne sont pas autorisés. Je pense que ça pose un problème de suivi au niveau du ministère de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur, qui est de travail, d'identifier, qui doit être de façon régulière, parce que c'est un business après tout. Donc vous avez des promoteurs qui sont conscients de ce que l'établissement n'est pas homologué, mais par la recherche du gain, arrivent à se faufiler dans le réseau, n'est-ce pas, pour récupérer des dossiers et aller les déposer. La conséquence est qu'aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont à la maison qui n'ont pas pu composer. Je pense qu'il faut saisir donc ces cas d'indélicatesse, sanctionner et aller encore sur le terrain, identifier encore ces établissements pour que l'année prochaine, à la veille du baccalauréat, n'est-ce pas, qu'on ne soit pas encore à dénoncer la présence des établissements fictifs et qui quand même proposent des candidats au baccalauréat. Est-ce que ce n'est pas un peu, je n'ai pas dit maladroit, mais je n'ai pas un autre mot sous la main, que de refuser catégoriquement le dossier de ces candidats-là? Est-ce qu'on ne pouvait pas trouver, je dois dire, une solution plus conciliante afin de permettre à ce qu'ils aille à l'examen, quitte à punir durement et alors là sévèrement peut-être l'établissement qui s'est fourvoyé. Oui, je pense qu'on a loupé la cible, on a péché, comme le sens originel du mot. En fait, on fait payer la facture aux apprenants qui n'en sont presque pour rien. Quand je dis presque, ils ont leur légère part de responsabilité. Si tant est que leurs parents les ont inscrits dans des établissements et que régulièrement ils ont suivi les cours dans des établissements dont ils n'ont pas idée du statut. La certitude du statut. Mais quand j'ai fini de dire ça, quand j'incrimine aussi les parents par endroit qui recherchent la facilité parfois ou parfois sont ignorants aussi, l'ignorance aussi peut être une faute, mais il y a que les plus grands fautifs sont les promoteurs d'établissements scolaires. Pourquoi est-ce que la sanction qui tombe meurtrit plutôt le parent et beaucoup plus l'apprenant qui sera stigmatisé à vie? Je me souviens d'un cas d'un camarade comme ça, c'était plutôt dans le cadre du brevet d'études du premier cycle. Ce n'était pas un défaut d'autorisation, c'était pour un dossier incomplet, mais qu'on n'a pas remonté aux parents et il n'a pas pu aller au brevet d'études de cette année. Mais écoutez, c'était presque un traumatisme. Il s'en est remis difficilement et je ne sais pas, c'était très difficile après. Je ne vous raconte pas la suite. En fait, je trouve que dans des procédures comme celle-là où le plus grand perdant en matière de temps, en matière d'émotion, de ressenti psychologique et pourquoi pas de perte de gain des parents, dans un contexte comme ça où c'est l'apprenant qui paye le plus, l'État a mal choisi sa cible pour envoyer la sanction. Et surtout, l'État est aussi en faute en partie en informant seulement, je ne sais pas à combien de temps de l'examen. Je parie que c'est à la recherche des convocations que
le problème a commencé par se poser, que ces candidats peut-être n'ont pas pu retrouver leur convocation dans les directions départementales. La convocation, c'est bien des semaines après quand on reçoit, donc c'est pas le dimanche, la veille de l'examen. C'est ce que je dis. Un candidat qui est enregistré sait déjà, après avoir reçu sa convocation, pratiquement un mois comme ça déjà. Justement, mais à un mois, le vin est tiré. À un mois de l'examen, le vin, il est tiré. Si c'est à un mois de l'examen que je ne retrouve pas ma convocation, que par des voies de recours, en remontant l'information à 2 semaines du baccalauréat, je suis finalement convaincu et j'ai finalement su, parce que les explications des autorités officielles de la direction de l'office du baccalauréat ne sont pas venues un mois à l'avant, ne sont pas venues 2 mois à l'avant. C'est maintenant que cette actualité, d'abord elle a commencé sur les réseaux sociaux, elle a commencé avec des rumeurs. Je me souviens que tous hier, on en a débattu en conférence de rédaction, mais nous n'avions pas encore d'éléments tangibles pour aller sur le sujet. Donc, quand ça vient comme une traînée de poudre, au moment où d'autres sont concentrés sur l'épreuve de français, au moment où d'autres sont sur les épreuves des SVT, s'ils sont des séries scientifiques, si c'est en ce moment que, est-ce que ce sera réalité, est-ce que ce sera vrai, cette certitude vient s'asseoir dans la tête du candidat qui s'est préparé toute une année durant, peut-être c'était l'année de toute sa gloire, l'année de sa mention, je ne sais quoi. Moi, je pense que l'État, autant il faut intenter un procès, autant il faut intenter au procès pour situer les responsabilités au niveau des responsables d'établissement, même dans des pays sérieux. Franck disait quelque chose comme ça tout à l'heure, dans les pays sérieux, il faut intenter un procès à l'État qui doit dédommager. Oui, qui doit dédommager. Le problème de secondaire, quel est le problème de l'État dans cette situation? N'avoir pas informé un cadre. Pour un cadre réglementaire et surtout a mis des systèmes de contrôle assez efficaces pour que ceux qui ne s'intègrent pas à ce système-là puissent être laissés en rade. Quelle est sa faute là, à ce niveau? Si le système était si efficace, il ne serait pas laissé en rade à quelques jours du baccalauréat. Et c'est l'État aujourd'hui qui, pour une raison ou une autre, fondée ou non, à tort ou à travers, est en train d'empêcher ces candidats d'aller au baccalauréat qui, eux, prétendument, s'étaient mis dans toutes les dispositions pour aller au baccalauréat. Et quand c'est l'État qui a fait ça, et c'est la solution ultime qu'on trouve, Franck a parlé de thérapie de choc. Est-ce que c'est vraiment le cas? Les déconvenus, pour moi, sont beaucoup plus grands. Parce que, ne l'oublions pas, si le système de contrôle, le système de tri était si efficace, était si à l'heure, était si ponctuel, ce n'est pas quelques jours de l'examen qu'une polémique comme celle-là montrait. Et je ne sais pas si on a usé des voies de recours, des voies de médiation pour plaider. Je ne connais pas le nombre de candidats. Et je présume il faut dire que la direction de l'office du bac dit qu'elle réfléchit en tout cas sur ce attention, même s'ils vont en session, mais pour le moment, même s'il faut leur trouver le moyen pour aller à la session des malades, la session de remplacement, c'est la vraie dénomination. Il faut trouver le moyen pour que les gens ne perdent pas leur année pour la faute d'un responsable d'établissement scolaire, que l'État n'en rajoute pas avec sa faute pour en rajouter aussi à la faute des parents des apprenants. Dans le processus d'organisation, quand les dossiers sont constitués, il y a des critères. Ce n'est pas à l'office du bac qu'il faut réfléchir sur comment est-ce que les candidats doivent se débrouiller, n'est-ce pas, pour trouver des pièces et constituer le dossier. Si de 1 à 10, n'est-ce pas, on regarde le dossier, on se rend compte qu'il n'y a pas de relevé de notes, n'est-ce pas, qui montre que l'enfant, tout au long de l'année, a suivi des cours, a fait des évaluations, n'est-ce pas, avec des notes. Si ces dossiers manquent, n'est-ce pas, l'office du bac ne fera que rejeter. Ça, c'est la règle, c'est le principe. Que ces dossiers soient rejetés, ne voit pas ça comme une sanction. Mais il se trouve que dans les dossiers, on doute même de ce que ces candidats, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, ont fait la classe de terminale. Comment voudrez-vous qu'on valide un dossier comme ça et qu'on demande à ce candidat d'aller s'asseoir dans une salle d'examen et de répondre à des questions pour avoir les dates? Qu'est-ce que l'État perd à les évaluer, quitte à ce que s'ils n'ont jamais fait la classe de terminale, ça veut dire que vous demandez à l'office du baccalauréat qui a établi des critères pour évaluer, pour juger qu'un candidat a les compétences requises pour aller à un examen, de torpiller soi-même ses principes et ses règles. Oui, mais il y a des candidats qui ont deux droits de moyenne, mais qui font à l'examen. Non, le problème n'est pas au niveau de la moyenne. Le problème, c'est pour être un candidat, il faut avoir le profil requis. Pour avoir fait la classe de terminale, avoir suivi des cours, et ça, c'est des dossiers que vous apportez, n'est-ce pas, des éléments que vous apportez à votre dossier qui permet à l'office de baccalauréat de dire oui, nous avons en face de nous un candidat. Mais puisque la plupart sont passés par des écoles qui ne sont pas du tout reconnues,
ces dossiers, ces pièces manquent à leur dossier. Voyez-vous. Donc je pense que le problème vraiment peut-être au niveau de l'État, c'est comment on fait pour que dans ce secteur, on continue par constater la présence des établissements fictifs sur le territoire. Je sais qu'au niveau de l'enseignement supérieur, pratiquement en période de vacances, il y a des missions de contrôle qui sont envoyées un peu partout, des universités qui sont fermées et puis tout ça, c'est assez médiatisé. Au niveau de l'enseignement secondaire, comment on fait pour qu'au niveau du privé, on continue par enregistrer encore une clarification pour la suite du débat. Moi, j'ai envie de comprendre, parce que quand je suis Eric, apparemment, il y a plusieurs lots d'apprenants. Il y a des apprenants qui n'ont pas eu des dossiers totalement complets. Maintenant, il y a d'autres apprenants, pour défaut d'autorisation, qui ne vont pas à l'examen. Mais pour le cas que Eric explique, si le dossier il est incomplet, encore que là, c'est légèrement compréhensible. Mais si tout est fait et que c'est dû à la non-autorisation de l'établissement, attention. Ça, vous savez, aujourd'hui, il faut dire clairement les choses. Le lot tribut est payé par l'apprenant. C'est lui qui paye le lot tribut. Et ce que j'entends sur le plateau, je pense que c'est pas encore ça. C'est-à-dire, il y a un choc émotionnel sérieux. Sérieux. Un choc émotionnel sérieux. Oui, c'est-à-dire, il faut tu embrèches tout ce qu'on a dit. Non, je ne bats pas en brèche. Non, je ne bats pas en brèche. C'est que le problème est assez sérieux, surtout au niveau des enfants. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. En ce sens que, vous savez, 9 mois de préparation psychologique, intellectuelle, l'enfant se retrouve à ne pouvoir pas aller à l'examen. Vous savez, déjà, pour cet enfant-là, c'est un choc qui est difficile à amortir. Et que ce ne soit même pas par sa faute personnelle, encore que, même si on devrait impliquer ses parents, peut-être que les parents l'ont fait encore par ignorance. La seule solution qu'il y a ici aujourd'hui tout de suite, c'est de commencer par voir dans quelle mesure rattraper ce coup. Rattraper, quelqu'un a parlé de session de remplacement ici, je pense que c'est l'une des options qu'on peut choisir. Et l'autre chose encore, quand vous prenez tout de suite la situation en l'état, cela prouve clairement qu'il y a une faille dans le système de contrôle des établissements privés. Il y a une faille, et c'est la faille qui a donné ce résultat. Si le contrôle se faisait comme cela se devait, je pense que les parents n'auront pas à se retrouver, ou les enfants ne vont pas se retrouver. Vous ne demandez pas à l'office de BAC de se transformer en agent de renseignement, laissez-moi terminer mon développement. Pourquoi je le dis? Si aujourd'hui, chaque parent là où il est, parce que nous avons vu l'évolution du numérique aujourd'hui au niveau du Bénin, je l'ai toujours applaudi sur ce plateau. Il y a des possibilités aujourd'hui pour les parents de pouvoir intégrer le nom de l'établissement dans lequel ils veulent inscrire leur enfant pour savoir si, oui ou non, cet établissement est autorisé. Je pense que ça aiderait beaucoup les parents à ne pas commettre cette erreur-là en inscrivant des enfants là où il ne le faut pas. Et l'autre chose, on a vu des enfants qui ont été sanctionnés. Maintenant qu'on nous annonce aussi les sanctions vis-à-vis de ces promoteurs indélicats qui sont à la base de cette situation qui va jouer sur la psychologie de ces enfants. Parce qu'une chose est claire, dans certains pays, ce sont les parents qui vont maintenant traduire ces établissements-là en justice. Parce que, qu'on le veuille ou non, ils ont payé pour l'année. Ils ont payé pour que les enfants étudient. Ils ont payé pour que l'enfant aille au baccalauréat. Toutes les conditions ont été réunies. Le parent a dépensé une fortune. Il a mis son salaire en jeu. Il a mis sa paye en jeu. Il veut que son enfant étudie. Ça veut dire qu'il a joué son rôle de paternel. Maintenant, est-ce que l'établissement a joué le rôle? On va dire oui. Ils ont donné de l'information aux enfants. Mais maintenant, la finalité n'a pas suivi. La finalité, c'est l'examen. L'enfant peut aller échouer. Là, on dira que c'est le fait de l'enfant. Ça veut dire qu'il n'a pas suffisamment étudié pour pouvoir décrocher le diplôme pour lequel il a compétit. Mais là, il n'a même pas eu la chance d'aller composer comme ses camarades. Vous savez le choc que ça fait? Là, je pense qu'il va falloir véritablement qu'on cherche une solution palliative pour pouvoir amoindrir le choc. Parce que là, déjà, d'autres sont en train de travailler. C'est pas trop facile, ça, de leur dire, bon, écoutez, passez à la deuxième session, et puis, bon, on verra la suite.
Bon, ce serait quand même ce serait mieux que de les laisser. Eric dit qu'on ne sait pas quelle est leur identité intellectuelle, leur profil intellectuel. C'est le moment à cette session-là de nous prouver leur potentialité, leurs compétences. Comme ce sont des inquiétudes pertinentes à mon avis, mais en les envoyant à cette session pour les racheter, je pense que c'est le moment de nous prouver s'ils se sont vraiment préparés pour les 9 mois. Mais vous savez, j'ai suivi sur une chaîne étrangère en Guinée, en ce moment, on est en train de gérer une crise par rapport à l'organisation des examens où il y a eu des fuites d'épreuves en dictée dans plusieurs épreuves. Nous, on a dépassé cette étape. Voilà, on a dépassé. C'est pour dire que beaucoup d'efforts ont été faits par les autorités béninoises pour essayer d'assainir le secteur, pour essayer d'avoir un secteur de l'éducation. On ne parle plus de grève, on parle d'un contrôle plus assidu, on parle de beaucoup d'avancées qui ont été faites, mais à cause disons, de la ruse humaine, on en est arrivé là aujourd'hui. Ça veut dire que quoi qu'on fasse, c'est que lorsqu'il y a des gens qui ne veulent pas s'aligner derrière les bons actes ou les bonnes actions qui sont menées, il y aura toujours ce genre de situation. Le président de la République, le ministre Isha Bikwaro, la ministre Ladekan et même le DOB, le gouvernement entier, je pense que ce sont des parents aussi. Comment se sentiraient-ils s'ils avaient des enfants qu'on envoie par exemple le jour de l'examen dans leur centre et qu'on les retourne pour dire, écoutez, vos chefs d'établissement n'ont pas suivi la procédure normale, n'ont pas été sérieux dans ce qu'ils faisaient, c'est pourquoi vous retournez à la maison. Comment ils se sentiraient? Moi, je voudrais inviter le gouvernement à enfiler un peu le manteau de ces parents-là, à se mettre à la place de ces parents qui ont envoyé leurs enfants. Allez voir peut-être que des parents ont particulièrement investi pour ce jour-là. Certains prennent parfois des étudiants pour toute la période, d'autres, c'est une fortune qu'on dépense, on prépare, on se prépare à mettre des repas différents que ceux qu'on consommait d'habitude. Donc c'est un moment vraiment spécial de préparation pour toute la famille, les moments de prière. Il y a des enfants qui dorment devant, disons, comment vous appelez, enfin, dans les chapelles, pendant tous ces mois de préparation. Et le jour de l'examen, vous les voyez rentrer à la maison, les larmes aux yeux avec tout ce qu'ils ont apporté le matin avant de partir, les bénédictions et tout. C'est un choc assez... Oui, à la maison, mais qui ne vont plus servir maintenant pour les examens. Donc moi, je voudrais inviter le gouvernement et appeler le procureur à ouvrir une enquête très rapidement pour interpeller ces chefs d'établissement qui se sont amusés avec l'avenir des enfants. Parce qu'une année de perdu, ça peut jouer sur... Peut-être qu'on a des présidents de la République dans le rang de ces candidats. Qui vont fréquenter des établissements fictifs. Je préfère plutôt que des procédures soient lancées justement à l'endroit de ces promoteurs pour que justice soit faite. Vous savez, même la session des remplacements, c'est structuré, c'est organisé. C'est des raisons justifiées avec des mobiles. Vous savez ce qu'on dit, indépendamment de la remplacement est plus dur. C'est l'idée qu'on nous a... Des raisons qui ne sont vraiment pas de la volonté du candidat. Et là, ces candidats ont accès à la session des remplacements. Quand le directeur de l'organisation technique dit il y a beaucoup de problèmes, non seulement les établissements ne sont pas autorisés, mais certains n'ont pas le profil requis. Après l'étude, on se rend compte qu'il y a des candidats qui n'ont pas fait la classe de terminale et qui n'ont pas donné les preuves, n'est-ce pas? C'est-à-dire le relevé de notes et le certificat de scolarité. Vous n'avez pas présenté des candidats comme ça à la session de remplacement. Donc oui, les tests sont dus, mais en même temps, à l'évidence des faits, oui, justement, les tests sont dus, mais à l'évidence des faits, on est obligé de faire avec. Mais je suis d'accord pour le fait que on ne peut pas, dans une république où dans le secteur, les établissements sont censés être enregistrés, qu'on leur accorde des autorisations, que des promoteurs faufilent et créent des écoles comme ça à chaque coin de rue et s'amusent avec la vie des enfants. Et c'est à l'organisation des examens qu'on se rend compte que ces établissements ne sont pas autorisés. Là, je suis d'accord que ces promoteurs doivent être sanctionnés pour servir d'exemple aux autres et que peut-être que ce contrôle soit fait un peu plus tôt. Voilà. Un peu plus tôt pour permettre vraiment aux parents de savoir qu'en réalité, on s'est peut-être trompé en inscrivant notre enfant dans tel collège. On peut le décrocher et le mettre maintenant ailleurs. Je crois que pour le dépôt
dépôt des dossiers, je crois, la hauteur, ça doit être janvier. Fin janvier. Fin janvier, comme on oublie tout cela. C'est pour éviter tout cela. C'est pour éviter tout cela. Et c'est l'examen qu'on prépare le plus tôt possible. Le baccalauréat, le baccalauréat d'Alphonse Da Silva, il en a le mérite. C'est l'examen qu'on prépare le plus tôt possible. Maintenant, moi, j'ai un petit mot, Tanguy. Oui, pour vous savez, parce si, je viens de remarquer qu'il est 8h47. Oui, si un enfant n'a pas pu montrer le relevé du BEPC, des choses comme ça, je comprends que ça, c'est de sa faute. Mais l'apprenant qui est totalement en règle, et c'est du ressort du chef d'établissement et du statut de l'établissement que cet apprenant n'ira pas à l'examen, pour moi, il faut trouver une voie de recours. Et il n'y a pas de texte sans contexte. Ceux qui ont érigé les règles de la République, ils sont toujours là, et le contexte particulier en face duquel nous sommes, il est important. On ne va pas réviser nos tests. Non, je ne demande pas de réviser les textes. Non, je ne demande pas de réviser les tests. Mais les tests, quand on les sort et qu'on doit les appliquer dans un contexte, il y a une interprétation qui se fait et il faut appeler toute la sagesse et la magnanimité pour le faire. Parce que ceux qui ont connu l'année blanche de 89 ou 88, les hommes de droit, ils ont toujours un moyen de trouver une façon d'interpréter aujourd'hui. Ce sont les hommes et de les interpréter autrement demain. Et dans ce ping-pong-là, c'est du terrorisme intellectuel. Voilà. Qu'on les envoie à la clé pour... Oui, on va appeler Mario Metonou, parce qu'on a quelques éléments suspects ici. Cette infraction n'est pas encore dans le code pénal et je doute que ce soit de la compétence. Ah non, on va vous qualifier l'infraction tout de suite si tu viens devant le juge vous le terrorisme intellectuel. Oui, on va vous dire que... ça bousille tout là. La grand-mère qui est à la maison peut faire un AVC parce qu'elle apprend que l'enfant revient sans composer. Oui, elle peut faire un AVC. Oui, et surtout là on peut parler de... J'ai oublié le thème technique qui a envoyé l'un de nos confrères 6 mois derrière les barreaux là. Détresse émotionnelle. Détresse émotionnelle. Voilà. Oui, ça peut être une détresse émotionnelle pour la grand-mère. Compliqué. Qui est fautif? Comment? Qui est fautif? Bon, je vous laisse faire l'enquête. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci de nous avoir suivis ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonjour à tous. Dans les kiosques de Cotonou ce mardi, comme à l'accoutumée, peu de canards ont pu rassurer le service de l'information. Toutefois, les fidèles quotidiens ont honoré encore le rendez-vous. Fraternité placard en manchette ce matin. Tension entre Cotonou et Niamey. À ce sujet, le quotidien de Ménotin publie en effet pour une seconde fois dans ce mois l'opinion de Jocelyn Nénéidini qui revient à la charge suite à la tribune du professeur Juste Kodjo après ses premières propositions qui invitaient à sortir des intrigues de Tiani. Il revient cette fois-ci avec une nouvelle formule en demandant aux Cantalons de se concentrer sur le Bénin. Dans les colonnes du journal Fraternité, le spécialiste du Niger soulève les limites de la réflexion du professeur Kodjo. Nénéidini déplore également la prise de position de certaines personnalités politiques contre leur propre pays. Pour l'auteur de la nouvelle réflexion scientifique, il faut absolument équilibrer les positions car selon ces réflexions, autant le Niger a le désert et son pétrole, autant le Bénin a l'océan Atlantique et son port. Dans ces détails, il explique que le choix du Bénin parmi plusieurs pays à littoral n'était pas une faveur faite à un pays mendiant, mais plutôt un choix rationnel procédant à un business plan, conclut-il. Parlant toujours de cette crise entre le Bénin et le Niger, les parutions dans leur ensemble parlent ce matin de l'issue des 3 Nigériens arrêtés sur la plateforme de Sémin et poursuivis par la Criette. Le matinal écrit par exemple à sa une que les 3 Nigériens sont condamnés avec sursis hier par le juge de la chambre correctionnelle de la Criette. Matin Libre préfère mettre l'accent sur le fait que les 3 Nigériens, grâce au travail des avocats de la défense, sont désormais libres de leur mouvement après le jugement prononcé par la décision de la Criette. Dans le même temps, le pays émergent précise que 18 mois de prison avec suicide sont infligés contre les 3 des 5 Nigériens arrêtés sur le site du pipeline de Sémin. Toujours dans la justice ce matin avec les 4 vérités. Après ses soucis avec la justice béninoise, Jean-Eudes Mitokpe était face à la presse hier.
Au cours de sa conférence de presse, Jean-Eudes Mitokper affirme publiquement que nous ne pouvons pas abandonner Olivier Bokor. Les 4 vérités reviennent sur l'intégralité de sa déclaration. Sortons de la justice pour atterrir sur les rails de l'éducation pour parler de la première journée de l'examen du baccalauréat, session de juin 2024. Fraternité en évoquant le lancement officiel au plan national qui a eu lieu à Dassa-Zoumé dans les collines, rappelle que 75 373 candidats planchent sur l'ensemble du territoire national, toutes aux séries confondues. Le journal de Ménotin informe que les ministres Kouaro Tchabi et Yahi Ladekan ont procédé à ce lancement au CGE1 Dassa-Zoumé. Au sujet du même examen, le pays émergent publie plutôt les mots d'encouragement de Roland d'AFA à l'endroit des candidats. Pendant ce temps, Dabarou fait le point du département du Borgou en précisant que 7 421 candidats sont à l'assaut du baccalauréat dans le département. Les échos du Parlement pour ouvrir le volet politique de cette revue avec le matinal. Le quotidien informe que les plénières reprennent demain mercredi avec plusieurs points à l'ordre du jour. Le journal parle aussi de la nomination des ministres conseillers. Mes confrères du journal écrivent que la Cour constitutionnelle donne feu vert à Talon. Dabarou aussi écrit à ce sujet que Talon n'a pas violé la Constitution. Les nouvelles du jour, quant à lui, sur le recours contre ce décret du gouvernement, la nomination des ministres conseillers ne nécessite pas l'avis du Conseil des ministres selon la Cour Dorothée Sosa. Mon confrère conclut que l'article 56 alinéa 3 de la Constitution n'est donc pas violé. À l'université d'Abomey-Calavi, Matin Libre publie les griefs d'un citoyen contre la rupture. Selon le journal, jusqu'à aujourd'hui, le campus dispose d'un enseignant pour 500 étudiants, aucun amphithéâtre construit depuis 2016 et le transport des étudiants est en souffrance. Restons toujours dans cette même municipalité, Abomey-Calavi, pour évoquer la suspension de la PRMP Yessifou Hassan Hakim pour faute lourde en publiant la photo du maire Wandinou et de la PRMP en question. Le journal de Vicou parle d'un coup de tonnerre à la mairie d'Abomey-Calavi. C'est la fin de ce journal des journaux. Je vous retrouve demain.